Pas d'inquiétude, Mireille, le retard a été comblé. Vous êtes merveilleuse. Merci à vous, merci à Pierre, merci à Guy de m'associer à cette journée. Je suis très heureux de retrouver cet endroit et de retrouver toute l'équipe de l'Atelier international du Grand Paris, même si vous me faites jouer le plus mauvais rôle, celui d'être le gardien du temps et donc d'animer avec un chronomètre à la main. Mais bon, c'est la règle du jeu. Je remercie donc sans plus tarder Antoine Grandbach et associé, en tout cas les représentants d'Antoine Grandbach et associés de NVRDV, de Dominique Perrault, que j'ai vu à l'instant, et puis Finn Geppel et Giola Andy, de me rejoindre, en tout cas l'un des deux, de me rejoindre ici pour commencer cet exercice un peu difficile de restituer vos travaux, vos réflexions respectives en 15 fois 60 secondes. 15 fois 60 secondes. Vous allez être aidé en cela par Aurélien qui, 5 minutes à l'approche de la fin de votre exposé, agitera un panneau pour vous faire comprendre qu'il ne vous reste plus que 5 minutes. Voilà. Petit problème technique, mais on est au-dessus de ça ici. Nous ne pouvons pas projeter vos PowerPoint depuis la table, donc on va mettre à disposition ce petit appareil qui permettra de faire défiler vos images respectives. Alors, voilà, nous avons ici représenté ici les 4 équipes avec leur territoire démonstrateur respectif. Donc, sans plus tarder, je demande à l'équipe Grandbach de commencer l'exercice. Alors, il suffit d'appuyer sur la touche verte. Non, vous restez ici, mais vous avez un écran de contrôle. Bien, bonjour. Bonjour. En 15 minutes, je vais essayer de raconter quand même depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui un peu tout le travail que nous avons fait, et bien sûr le travail que nous avons fait dernièrement. Parce que je pense que c'est important de comprendre qu'on circule autour de beaucoup de thèmes. Dernièrement, et comme vous le savez, depuis quelque temps, je m'intéresse, moi, depuis toujours à l'échelle, à la très très grande échelle. Or, en 2025, il y a 37 métropoles qui feront plus de 10 millions d'habitants, et la plus petite d'entre elles sera Londres et Paris, qui sont les dernières, donc des métropoles de 20, 30, 40 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que ces métropoles? On ne sait pas ce que c'est. Les études qui sont faites sont des études économiques, macroéconomiques, des études, mais qu'est-ce que c'est que cette réalité qui n'est pas une ville, qui n'est pas une métropole, et que je dirais qui est une mégapole? Comment la représenter? Comment faire en sorte que les habitants puissent faire? Donc nous avons travaillé là-dessus, dans le cadre de l'AIGP, dans une réflexion qui a mobilisé une trentaine de spécialistes, auxquels j'ai, de toutes les disciplines, sur une question: qu'est-ce que c'est qu'une forme sans limite? Qu'est-ce que c'est qu'une forme sans limite? Qu'est-ce que c'est qu'une forme sans limite? Parce que comment on passe là? Sur la touche verte. La touche verte. Ah, d'accord, pardon. Touche verte. Voilà. Comment travailler sur une métropole dont on sait qu'elle est en inachèvement perpétuel, qu'elle grandit. Donc on a travaillé une première étude sur la question des limites des métropoles mondiales pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait aux métropoles. Et avec les élèves de Sciences Po que j'avais associés à cette étude, on a montré que les limites des métropoles sont aussi le lieu principal du développement économique à venir dans toutes les métropoles du monde. Cette question les grandes métropoles mondiales me paraît une question essentielle, car aujourd'hui, au niveau du Grand Paris, pour moi, le Grand Paris, c'est pas, comme vous le savez, ça ne s'arrête pas aux 3 départements, c'est la grande métropole qui va jusqu'au Havre, puisque c'était là-dessus que nous avons travaillé. Et donc, en voulant travailler là-dessus, je voudrais aujourd'hui raconter comment se fait l'émergence sur la scène territoriale de l'axe Seine, Paris-Rouen-Le Havre, avec ce grand travail que j'ai fait, j'ai oublié de le dire, accompagné par Jean-Robert Mazot et Simon René, sur la question, bien sûr, d'une part du développement durable et d'autre part, bien évidemment, de la gouvernance. Parce que ce sont trois entre le travail sur la réflexion sur les formes métropolitaines, le travail sur le développement durable et le travail sur
sur la gouvernance, c'est 3 paramètres sur lesquels on travaille et notre équipe fonctionne d'une façon très, très intégrée. Comme vous le savez, la grande conclusion de ce que nous avons proposé dès le début et sur lequel, c'est que seule la grande échelle permet de résoudre les problèmes de l'après-Kyoto. Et seule la grande échelle permet d'aborder les grandes problématiques d'industrie circulaire, les grandes problématiques de tressage des mobilités. Et donc, bien sûr, dans le cadre des territoires démonstrateurs, le travail sur la vallée de la Seine. Excusez-moi, gardez votre micro aussi près de votre... Bon, d'accord. Dans la vallée de la Seine, de Paris au Havre, que nous avons continué à travailler, et bien sûr, sur un des endroits, sur les thèmes, sur les muraux. Je montre... Ben, il ne veut pas venir, là. Quelques images pour vous dire l'échelle à laquelle on travaille, que c'est aussi l'échelle des communications virtuelles à l'échelle du monde et ces flux qui sont particulièrement importants. Bien sûr, tout le monde connaît cette image avec cette phrase de Bonaparte, Paris rend le Havre une seule et même une seule et même ville dont la Seine est la grande rue. Et donc on a travaillé sur ce thème-là depuis le début, sur le tressage de toutes les mobilités et sur la création de corridors d'urbanisation perpendiculaires à la vallée de la Seine, avec cette idée très simple, c'est que toutes les grandes métropoles mondiales sont portuaires. Et couper une ville de ce qui est le trafic maritime et la logistique mondiale, c'est aussi la couper vers l'espérance que représentent toujours les ports et tout. Donc il fallait et il faut encore aujourd'hui tresser. Or, ce qui m'intéresse, c'est que sur cette idée, il faudrait peut-être que je sache, sur cette idée, eh bien, énormément d'institutions se sont mises en place. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à partir d'une idée simple, il y a d'autres idées bien sûr importantes dans tout ce qu'on fait, toutes les équipes, comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que ça hybride, comment ça nourrit. Et puis on a travaillé sur 2 grands territoires démonstrateurs, qui est l'estuaire et qui est la partie francilienne de l'axe Seine. Un territoire solidaire à grande échelle, c'est avec Jean-Robert Mazot et Simon René un peu notre objectif. Solidaire dans tous les développements sociaux, économiques et bien évidemment industriels et paysagers et comment est-ce qu'on fabrique un peu une représentation partagée d'un territoire. Bien sûr, tous les grands efforts qui doivent être faits sur les problèmes d'énergie, bon, ça, ce tableau permet d'indiquer que pour pouvoir arriver à l'objectif de l'après-Kyoto, qui est déjà dépassé, quels sont les territoires. Par exemple, l'importance de l'agriculture dans le phénomène général de l'après-Kyoto pour pouvoir réduire les émissions. Et donc, c'est cette réflexion aussi, c'est l'autre développement et qui est essayer de comprendre toutes les articulations. Parce que le raisonnement primaire aujourd'hui en matière d'aménagement est un raisonnement totalement désarticulé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des pensées systémiques qui articulent les choses les unes avec les autres. C'est la logique du Grand Paris Express qui est indissociable des systèmes de transport pour desservir, des systèmes d'urbanisation et tout. Et je crois qu'une des caractéristiques de tous les travaux de la IGP, et c'est quelque chose dans le sens du développement durable, c'est d'essayer d'articuler toutes les problématiques entre elles et de ne pas les traiter comme des objets séparés. Et bien sûr, et bien sûr, le fleuve et ses potentialités, comme un exemple et tout, de transférer le mode de fer routier. Comment transférer le fret routier, qui est, comme vous le voyez, considérable, puisque vous voyez le pourcentage du fret routier, que ce soit pour Rotterdam, Anvers et le Havre, est considérable, et que multiplier la charge de la Seine par 2,5, ça permet de réduire les émissions déjà de 20%. Donc un travail qui est en cours et sur lequel nous allons dire 2 mots par la suite. Alors, ce qui, moi, me frappe dans l'histoire de l'aventure, c'est que on avait, et à toute allure, il se passe des choses, et personne ne le sait. Le fait que les 3 ports de Havre, de Rouen et de Paris aient créé HAROPA, un merveilleux acronyme qui s'appelle Havre, Rouen, Paris, mais c'est aussi Harbour of Paris, c'est une dimension extrêmement importante qui est venue dans le cadre de notre étude, après les concertations qu'on avait faites avec l'ingénieur en chef chargé des problématiques du développement portuaire. Donc c'est quelque chose d'énorme, car tout d'un coup, sur les écrans d'informatique du monde, apparaissent HAROPA.
Le réseau, tout d'un coup, la ligne nouvelle Paris-Normandie, SNCF Réseau, met en place, ça y est, les études. Il y a d'ailleurs des gens de l'équipe, certains participants des équipes scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur l'insertion. Nous, on n'a rien fait là-dessus. On n'a pas été spécialement, on n'a pas travaillé, mais c'est pour dire que comment l'aventure d'une idée, l'aventure de... Pardon. Et par contre, on travaille avec Jean-Robert sur les problèmes des gares des villes et comment est-ce que fonctionnent les gares de ville, qui sont des gares à la fois de dispersion et de massification, avec toute l'articulation avec les nouvelles écomobilités qui peuvent être mis ensemble. L'arrivée d'Éole, par exemple, qui est maintenant aujourd'hui en chantier. Et c'est un truc qui est fabricant de l'identité de la métropole, puisque de Marne-la-Vallée à Mantes, il y aura une ligne de RER qui va, en passant par la Défense, complètement modifier la perception de l'ensemble du territoire. Et bien sûr, dans le... voilà. Et bien sûr, dans le territoire francilien de la vallée de la Seine, on a travaillé sur l'incidence d'Éole sur l'ensemble du dispositif et sur le fait que, aussi bien le territoire devient un lieu de développement résidentiel, de restructuration industrielle, c'est un des lieux comme il y a Renault, Peugeot, EADS, il y a toute une série de problèmes de massification, des usines de Limay pour le recyclage Donc, on a travaillé là-dessus, bien évidemment, sur un programme de comment est-ce qu'un nouveau système de transport va favoriser le développement. Et bien sûr aussi... je ne suis pas bon là. Et bien sûr aussi, voilà, un travail sur les Mureaux avec la mise en place des systèmes de transport à câble permettant de relier l'autoroute, le centre de la gare du RER et de monter de l'autre côté de la Seine sur les Mureaux dans un endroit qui est un grand ensemble pas terrible qui s'appelle le Paradis. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fabriquer, et voilà, tout simplement par l'insertion d'un système de transport à câble, une articulation entre des lieux qui s'ignorent, avec une question que nous ont posée suite à des enquêtes que nous avons faites auprès des élus qui disent « mais les gens qui habitent dans les grands ensembles ou dans les pavillonnaires, ils n'arrivent pas à prendre le train ». Donc on investit Éole, on paye des millions et des milliards avec SNCF Réseau, et puis personne ne s'occupe d'aller chercher les gens sur les plateaux ou bien dans les habitations individuelles ou les collectifs, et bien sûr aussi de ramener les gens sur l'autoroute, puisque un des travaux que nous faisons aussi, comme d'autres équipes, c'est de voir comment est-ce que les autoroutes peuvent devenir véritablement les lieux de transport collectif et pas simplement de transport individuel. On y va... Les chambres de commerce qui ont créé une structure qui s'appelle Paris-Seine-Normandie, qui est une structure de concertation. Donc ça veut dire que quand on lance une idée, elle fait des petits. Et fabriquer la métropole, c'est pas avoir un grand projet. La métropole, elle est là. Le problème, c'est que les choses se redistribuent, se réarticulent, et c'est ça aussi, à mon avis, le grand. Alors, le Grand Paris de l'Estuaire, c'est un autre grand travail sur comment est-ce que le plus grand port de France en matière de logistique est aussi le plus grand territoire écologique d'une institution publique. Comment on articule, et donc c'est donc ce que Jean-Robert a bien étudié et mis en évidence, le changement de culture dans tous les domaines de l'énergie, de l'agriculture, donc chaque fois présenté. L'image que vous avez en bas, c'était notre projet, ça a été fait, c'est la couverture des usines Renault par des panneaux solaires pour pouvoir faire qu'on produise de l'énergie. C'est une des grandes traditions des ports d'être des lieux de production de l'énergie. L'arrivée du canal Seine-Nord entre Paris et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et donc la question de comment on insère des grandes nouvelles structures dans un paysage qui est aussi un des points de notre travail et de nos réflexions. Et bien sûr, le Port Seine Métropole, qui est une chose absolument passionnante dans la mesure où c'est des terrains qui étaient propriété de la ville de Paris pour les aires d'épandage de part et d'autre de la ligne de RER, qui aujourd'hui deviennent un grand enjeu paysager avec
un travail sur comment est-ce qu'on peut régler les problèmes d'inondabilité et les problèmes de renforcement du paysage. Mais c'est fait partie de ces grandes incidences de ces grands territoires sur la question de l'eau et de la logistique. Seule la grande échelle permet d'atteindre les objectifs de l'accord Kyoto. Nous l'avions écrit dans ce rapport en 2008 et c'est là-dessus que l'on continue à travailler. La grande échelle est quelque chose d'extrêmement important. Simplement, il faut communiquer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la communication, c'est vraiment, comme je le dis en rigolant, quand on aura un site et qu'il y aura 4000 likes du projet. Donc, organiser le système de communication, bien sûr, et organiser aussi un système qui est très simple. Voilà les photos que j'ai prises il y a 2 jours dans la gare Saint-Lazare. Vous voyez la publicité pour Perrier. Eh bien, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire la publicité pour Paris-Rouen-Le Havre. Voilà. Non, merci beaucoup Antoine Grimbach. On revient vers vous durant la séquence d'échange avec nos discutants. Ouais, parfait, vous êtes exemplaire. Voilà, vous avez donné le tempo. On poursuit, c'est le principe de l'exercice avec donc Winnie Mas et puis André Ferraro, c'est ça? Nimas n'est pas là. Ah oui, pardon, oui, voilà, il était annoncé, c'est pour ça que je l'avais encore en mémoire, pardon. Alors, vous intervenez en duo, mais c'est 15 minutes pour tous les deux, hein, on est d'accord. Ok, bonjour à tous. Donc, pour commencer sur le titre du projet, c'est vrai qu'on a cherché plusieurs titres, on en a mis plusieurs, pour un urbanisme lacustre, un Grand Paris plus résilient et finalement aussi en sous-titre la ville au-delà de l'eau. Donc ça annonce beaucoup de choses quand même sur comment vraiment penser l'urbanisme et l'architecture face vraiment au changement climatique tout en étant vraiment résilient. Donc il y a toujours une réalité, un premier point, c'est la réalité, c'est que Paris, le Grand Paris, comme toutes les agglomérations, est aussi quand même la première victime du changement climatique. Certes, on a beaucoup de solutions face à ces changements climatiques, finalement des solutions peut-être trop techniques. Comment trouver vraiment une certaine qualité en utilisant ces solutions techniques? C'est pas évident, c'est pour ça qu'on a vraiment, tout au début des études du Grand Paris, on parlait vraiment de... Certes, le Grand Paris doit être responsable face aux objectifs de la ville post-Kyoto, mais également ambitieux pour rester quand même très compétitif, justement, face à sa compétition mondiale. Un troisième point qui était les stratégies à développer, puisque c'est vrai, il faut savoir vivre et non survivre. Comment vraiment penser une métropole qui s'adapte vraiment face à ces changements climatiques. Donc, juste pour lister tout au début les urgences, donc c'est un état des faits, mais récemment il y a eu dans l'Observateur un article qui était publié qui parlait de la canicule et justement du réchauffement climatique. Et finalement, si les villes d'aujourd'hui ne s'adaptent pas à ces changements, elles exploseront finalement. C'était assez fort comme titre, mais assez réel de ce qui peut arriver si vraiment on n'arrive pas à s'adapter. Donc, par rapport au risque d'inondation, c'était aussi une phrase qui était dans cet article, mais qui est importante, puisque si en Île-de-France, on constate la même crue qu'en 1910, on a quelques chiffres ici, mais on se rend compte qu'il y aurait peut-être 800 000 habitants touchés, 30 à 50% de l'eau potable en moins, le métro serait interrompu à 70%, le RER à 50%, plus de gaz, plus d'électricité pendant quelques mois. Donc finalement, l'impact derrière juste une inondation, est beaucoup plus important que la montée des eaux. Donc voilà, donc là on constate bien que c'est un fait, mais que la montée des eaux à l'échelle planétaire au XXe siècle a augmenté de 19 cm. On imagine même, il y a certains chercheurs qui expliquent qu'au XXIe siècle on pourra atteindre 1,20 m en plus, donc c'est pas négligeable. Finalement tout ça va engendrer aussi des tempêtes et des risques d'inondation et des précipitations aléatoires et abondantes qui peuvent avoir vraiment un impact aussi sur le comportement aléatoire de la Seine. Donc voilà, donc la question c'est finalement est-ce qu'on peut vivre avec l'eau, est-ce qu'on peut vivre avec un niveau d'eau plus haut?
c'est intéressant. On a comparé ici une carte qui est la carte des risques d'inondation. On l'a juste croisée avec la carte des modèles d'occupation. Donc en fait, on voit que finalement, sur cette carte, il y a quand même la moindre inondation aurait vraiment un impact économique très catastrophique sur l'Île-de-France et à l'échelle de l'Île-de-France et même à l'échelle du pays. Donc voilà, un deuxième point important dans ces changements climatiques, c'est l'augmentation de la température. Donc c'est peut-être redire ce qu'on sait déjà, certes, mais c'est vrai que les canicules et l'augmentation de la température n'est pas nouveau. On est au courant. En 2015, on a à droite cette carte. En 2003, on avait exactement la même, voire un peu plus. Donc finalement, il faut qu'on prenne conscience de tout ça, que c'est que la température augmente et à chaque fois, on est surpris. Donc l'actualité vous sert de manière remarquable. Hein. Donc voilà, ensuite on constate vraiment cette augmentation de pratiquement 1 degré en moyenne, ce qui engendre, tout le monde le sait, mais un peu ces effets d'îlot de chaleur. Les villes n'arrivent plus à se rafraîchir, il faut vraiment innover sur toutes les échelles, j'en parle après, mais c'est vrai qu'il y a la grande échelle, mais aussi la petite quand même. Donc voilà, et puis le troisième point important, c'est lié finalement aussi à cette augmentation de température, mais ce qui est en partie la pollution, avec la concentration de CO2 qui a augmenté de 40% depuis un siècle, un héritage industriel qui est quand même assez dur, contamination des éléments, donc voilà quoi, ça c'est un peu les scénarios catastrophes. Et finalement, en regardant tout ça, on s'est quand même posé une question. Certes, la température augmente, le niveau de l'eau augmente, et on se demandait si ces changements climatiques, finalement, n'étaient pas profitables pour d'autres, puisque, super, si Paris devient une ville en bord de mer, où la température est un peu plus importante, on en rêve déjà, puisqu'on le fait sur certains endroits, donc c'est se dire non, oui, certes, la température augmente, le niveau de l'eau aussi, mais il n'y a pas que ça, et c'est tous les effets collatéraux, en fait, où on aurait finalement un impact très important sur l'agriculture, les forêts, la biodiversité, etc., quoi. Donc voilà. Suite à ça, on a superposé ces 3 cartes, ce qui justifie aussi en partie, André l'expliquera, mais le choix de travailler sur des territoires comme Achères ou Gennevilliers, où on voit qu'elle regroupe quand même plusieurs de ces problématiques. Donc voilà, on a décidé de regarder un peu les stratégies qui étaient faites, hein, de faire un peu ce benchmarking. Comment les autres, finalement, arrivent à répondre quelles sont les réponses qu'ils peuvent apporter par rapport à ces changements climatiques. Donc je le disais, c'est vrai qu'il y a 2 échelles d'intervention. Il y a celle de l'urbaine, la grande échelle, où il faut intégrer vraiment des solutions plutôt locales, et puis très locales, où je vais jusqu'à la végétalisation des toitures, la perméabilisation des sols, etc., quoi. Donc voilà, gérer les crues, il y a finalement un premier point qui est vivre avec l'eau et adapter l'existant. Certes, là, on est largement au-dessus d'un niveau haut à Rotterdam, mais c'est pour rappeler l'idée de la surélévation. Il faut peut-être éviter les pleins pieds dans les zones inondables, on le sait, proposer des bâtiments à étage et même participer à une surélévation, ce qui est plutôt bien aussi, ce qui permet de garder aussi la ville le plus compacte. Aussi penser peut-être une architecture qui soit un peu plus autonome, qui puisse quand même continuer à fonctionner en cas d'inondation, et justement aussi peut-être mettre en place des transports qui sont plus résistants face à ces effets négatifs. On a tous connu les inondations du métro à New York et autres. Je pense qu'il y a des systèmes de transport qui sont peut-être mieux adaptés face à ça. On en voit quelques-uns, dont le métro aérien. Vivre avec l'eau, c'est aussi intégrer la contrainte inondation en construction nouvelle. Une référence ici sur la baie de Tokyo, qui est finalement la ville sur l'eau, la cité sur l'eau. C'est un foncier invisible, on peut l'utiliser, on peut l'investir. D'autres projets ici, comme à Almere ou aux Pays-Bas, on a vraiment l'habitude
de travailler sur les territoires des polders où on vient vraiment assécher une partie de la mer et étendre comme ça le territoire. Mais on a finalement un peu cet urbanisme un peu lacustre, on en revient après, mais c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ils n'essayent pas d'arrêter l'eau, mais justement, ils vivent avec. Hein. Et puis, d'autres références ici construites à Ypenburg. Donc voilà. D'autres solutions, c'est aussi, on les connaît, les bâtiments sur pied, mais comment retrouver de la qualité au rez-de-chaussée, l'aménager, retrouver une certaine qualité paysagère. Ici, à Hambourg, qui s'est très bien adapté. D'autres projets, si le Dam à Rotterdam, on est vraiment sur pratiquement des villes sur pilotis. Un bloc. D'autres références peut-être plus sensibles hein, ou plus intimistes, mais c'est des villes flottantes. Mais vraiment, tout ça, ça nous donne quand même un catalogue d'idées pour penser la ville. Donc, 5 minutes. 5 minutes. Non, ouais. Bah, je vais vite alors. Hambourg, voilà, ville flottante. Bon, après, on peut penser aussi les bâtiments inondables. Hein. C'est vrai qu'on peut imaginer l'architecture, mais bon, voilà, c'est passé très vite, ouais, effectivement. Donc voilà, je passe en fait toutes ces références, on les connaît beaucoup. Apprivoiser l'eau, où on définit quand même aussi un urbanisme réglementaire. C'est marrant cette image qui montre finalement est-ce qu'on va tous vivre dans des phares dans le futur. D'autres exemples très moches hein, finalement où on a les bassins tampons et là on se dit comment vivre avec des bassins tampons, comment améliorer. On les collectionne aux Pays-Bas et il n'y a aucune qualité paysagère autour de ça. Voilà, canaliser l'eau. Une coupe qui est intéressante ici pour collecter l'eau finalement, où on est à Douala, où durant les périodes très sèches où on n'a pas d'eau et les autres on essaye de le collecter. Donc c'est aussi une manière de vivre avec l'eau, perméabilisation des sols. Et puis certes, est-ce que c'est une solution ou pas de fuir l'eau, mais c'est d'aller vers les hauteurs sur ce qu'on a appelé l'habitat collinaire avec des références. Donc voilà, il y a vraiment ce catalogue de choses. Et puis pour le réchauffement, pour aller très vite, un exemple qui est intéressant, c'est à New York, quand ils ont peint les toitures, toutes les toitures en blanc, ce qu'ils ont appelé Blank City, justement pour modifier l'albédo, ou justement penser à un urbanisme qui combine les ombres et la collecte d'énergie, refroidir les villes par l'évapotranspiration, donc planter beaucoup plus, thermorafraîchissement, donc profiter des étendues d'eau, notamment les bassins tampons, et puis refroidir. On était à Bordeaux là tout à l'heure. Comment ? On était à Bordeaux là juste. Oui, on est en Bordeaux. Donc après, on peut profiter aussi d'étendues d'eau plus importantes, hein, avec les bassins tampons beaucoup plus grands. Et puis aussi, à la conception de la ville, éviter justement des bâtiments trop proches qui ne permettent pas à la ville de se ventiler. Donc là, maintenant, je passe... après, sur la pollution, on connaît la phytorestauration, avec d'autres exemples avant-après. Et voilà, contre la pollution, ça c'est aussi des propositions intéressantes où les façades, où l'architecture participe vraiment au contrôle de ça, où vient capter un peu la pollution, où les façades, finalement, végétalisées, y participent. Donc voilà un peu le catalogue d'idées. Je laisse la parole à André. Excuse-moi. Voilà, il m'a laissé 1 minute et demie. Voilà, donc je passe les jeudis. Donc, les territoires démonstrateurs, on s'est dit, une fois qu'il y a une intervention régionale en Île-de-France, donc il y a les 4 grands lacs, il y a le 5e qui est la Bassée, qui est un projet. On sait qu'il y aura des crues aléatoires, catastrophiques, etc. Donc, nous, on s'est dit, il faut faire un urbanisme qui soit une machine qui ne marche pas, si, non Elle est un peu capricieuse, voilà, il faut insister. Voilà. Donc on a pris deux sites, je vais très très vite. On est un peu dans la même problématique Antoine. On est à Cher, très belle image aérienne, donc la forêt de Saint-Germain, à droite la Seine, voilà le portuaire, voilà les ambiances. Voilà le Mont Totil, voilà, c'est Patrick Céleste qui nous a dessiné ça, c'est très beau. Voilà les outils qu'on applique. N'oublions jamais que c'était des images de Paris. Paris a toujours été rempli de petits producteurs d'énergie, des moulins à eau, des moulins à vent, des micro-hydrocentrales et tout. 3 hypothèses. La première, c'est le superport. Donc on fait une grande dalle centrale, on fait au nord entre la Darse et la Seine, on fait le port, et au sud entre la Darse et la forêt, on fait la ville.
Ça donne ça. Pourquoi? Pour avoir un bassin capable de collecter 5 millions de mètres cubes, pour avoir un développement urbain qui soit de qualité, pour avoir un face-à-face pour les villes et prendre en compte les inondations. Que voilà. Et ça donne ça. Deuxième, c'est la cité lacustre. On pousse un peu le raisonnement plus loin. Mixité complète des fonctions. On n'est plus nord-sud, on est tout mélangé, tout peut être mélangé. On fait de la phytorestauration, on fait du traitement des pollutions et on fait toujours le bassin tampon pour 6 millions de mètres cubes environ. Voilà, ça donne ça en inondation et ça donne ça comme image. Il y a un mélange d'activités de traitement d'un grand parc. Et c'est le troisième qui est intéressant aussi, qui devient un véritable grand parc. On s'est dit, que vous connaissez très bien, le Zouave. On a toujours suivi la Seine par le Zouave. En 1910, il était les épaules dans l'eau. Là, on sait quand il a les jambières dans l'eau, c'est l'inondation. On s'est dit la même chose. On fait un grand parc, voilà, qui nous montre l'inondation du Grand Paris. Et ça, on peut imaginer un parc, voilà, un parc absolument énorme qui va de la forêt de Saint-Germain jusqu'en haut à Cergy. Un autre site qui montre les limites un peu du système, on est à Gennevilliers, dans un site extrêmement dense. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà, ça c'est le PPRI. S'il y a inondation, c'est ça. Toujours trois scénarios, je vais très vite. On traite, donc il y a l'activité portuaire, traitement, phytorestauration, dépollution, bassin tampon et urbanisme. Et on s'est dit, voilà, il y a un urbanisme qui peut se créer autour, il y a de la production des énergies renouvelables, et il y a toujours l'inondation. Et je finis dans 1 minute, ça donne ça. Ou dans le système, si on pousse le système un peu plus loin et on dit chaque bâtiment industriel, logistique, etc., participe de la phytorestauration, participe du bassin tampon, de l'eau, etc., ça donne ça. Et si on pousse encore le raisonnement, voilà, c'est de plus, chaque bâtiment apporte sa contribution au problème général et on construit, on fait aussi du logement dans tout ça. Et le dernier, c'est véritablement pousser le raisonnement jusqu'au bout en disant que tout ça devient un énorme parc d'activités, un énorme parc à la fois portuaire d'habitat, de bureaux et en même temps bassin tampon et en même temps phytorestauration. Et on est dans cette image-là. Je crois que j'ai encore 20 secondes. Non, je n'ai plus. Je décline. On s'est dit, pourquoi territoire démonstrateur? Parce qu'il y a beaucoup de sites en Île-de-France où le système fonctionne. Par exemple, on est à Vigneux. Là, en haut, sur la droite, il y a un port programmé par le port de Paris, 100 d'hectares, mais on est dans un site absolument extraordinaire, biplanté, plein d'eau, etc. On peut imaginer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La Bassée, dont on a parlé, on est à côté de Montreux-Foyonne, dans un site qui est absolument génial. Voilà les ambiances. On s'imagine bien que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant peut fonctionner dans des sites comme ça, écologiques, soutenables, tout ce que vous voulez, mais en même temps une synergie de toutes ces interventions-là. Il faut bien sûr une politique métropolitaine, parce qu'il faut de l'ambition, il faut des moyens, il faut mettre tout le monde ensemble. Et je vous remercie. Parfait. C'est nous qui vous remercions, André I. Ferreru et Bertrand Chippen, alias Winimas, pour ce diaporama qui est à l'image de votre propos, un flot d'images, mais qui donne un vrai aperçu. On poursuivra cette réflexion sur justement la gouvernance métropolitaine, les enjeux de ce point de vue-là. On retiendra aussi la question sans doute de ce qu'il advient du métro souterrain dans un contexte de ville sous l'eau. Mais on poursuit avec vous, Dominique Perrault. Alors, même exercice, une quinzaine de minutes pour donner à voir les fruits de votre réflexion, des réflexions engagées dans le cadre de l'atelier. Merci par avance. Merci. Très bien, merci. Bien, donc le groupe de travail que nous avons constitué depuis maintenant plusieurs années, puisque nous travaillons avec Fabrique de la Ville, avec Jean-Louis Subilo, Guillaume Hébert et Marina Gagé, et puis évidemment l'équipe DPA avec William Young, Jérémy Moll et Marcello Tavone. Donc cette équipe a initialement, de façon assez plutôt intuitive, s'est orientée vers 2 thèmes. Un thème qui s'intéresse à l'épiderme des villes et un autre qui s'intéresse à ce que l'on a appelé les migrants, mais pas les migrants qui sont en difficulté, les migrants qui utilisent la métropole comme lieu de passage à un moment de leur vie
et qui, pour la plupart d'ailleurs, se déplacent de métropole en métropole. Donc nous, ce qui nous a intéressé depuis le début, c'est cette question de substance métropolitaine, qui est évidemment une ville d'un autre type, et comment on pouvait essayer de mettre en place méthodes, stratégies et outils qui permettraient d'intervenir sur cette métropole pour lui conférer un confort, une qualité et voire même un bonheur. Donc là, la commande est plus précise puisqu'elle s'inscrit par rapport à la COP 21. Et donc, ce que l'on a imaginé, c'est effectivement de faire un rapprochement entre Paris et Naples, entre la gare de Villejuif sur laquelle nous travaillons et aussi la gare de Naples à Garibaldi, qui est également un projet en voie d'achèvement. Tout ceci autour de ces deux thèmes, le groundscape, c'est-à-dire le souterrain, et le souterrain, tout au moins l'intervention sur le dessous des villes, et la partie hôtel métropole. Je passe rapidement sur les attendus de la COP 21, mais le propos est très orienté par rapport à ce rendez-vous. C'est pas exclusif, mais ça lui donne une valeur évidemment tout à fait exceptionnelle et une réelle pertinence en termes de développement d'un réseau à partir de ces stratégies. Donc il y a la matière à mettre en place des actions qui sont basées sur ces deux stratégies que l'on a résumées ici. Vous avez le bâtiment avec son système racinaire, c'est-à-dire comment peut-on arriver à augmenter la densité de la ville et également augmenter la résilience de la ville de par son inscription, si je puis dire, encore plus profonde dans le territoire, mais aussi ces éléments racinaires vont évidemment créer une certaine forme de fixation qui devrait, de notre point de vue, arrêter l'étalement de la flaque d'huile urbaine qui se développe sur le territoire. La seconde stratégie est une stratégie que l'on a appelée hôtel métropole, qui lui aussi est une volonté de fixation et d'inscription, même si ça intéresse des gens qui, par définition, ne sont pas inscrits, et c'est ce qui nous a c'est ce qu'on a cherché à mettre en évidence. Cette population représente à peu près 1 200 000 personnes sur le territoire. Elle croît à peu près de 30% par an. C'est donc une population qui est typiquement et spécifiquement métropolitaine. Elle n'a pas de lieu d'hébergement. Elle n'a pas l'accueil, si je puis dire, qu'elle attend de la métropole. C'est vrai pour cette population, ça sera vrai pour la population qui viendra pour les Jeux Olympiques, évidemment, et autres manifestations. C'est vrai d'une façon générale de la qualité de l'hébergement du Grand Paris dans son ensemble. Le groundscape, c'est quelques images pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que l'on peut utiliser cette épaisseur du sol pour y vivre avec confort, beauté et également lumière. Donc on voit ici cet exemple de l'école de l'université à Séoul, l'université féminine. En fait, il y a là effectivement une résilience non négligeable par rapport à ce dispositif. On le voit avec les petits textes. Évidemment, il y a une inertie, il y a des économies d'énergie et il y a la production de surfaces naturelles plantées qui, elles aussi, créent un équilibre en termes de biotope urbain, si on peut dire, au niveau du développement donc, de la substance urbaine métropolitaine. Ceci a quelques vertus également, c'est des leviers pour une politique urbaine, c'est-à-dire comment créer du foncier sans pour autant bâtir. C'est-à-dire que le fait que cet ensemble ce système racinaire, cette espèce de rhizome qui va relier les éléments les uns avec les autres comme une infrastructure urbaine, va évidemment créer des lieux, des mètres carrés, et donc là aussi permettre d'accroître la densité sans avoir besoin de se déplacer plus loin. L'autre élément, on le voit également, c'est la protection d'espaces verts ou d'espaces libres avec la densification justement par le souterrain. Cette image est un peu notre image manifeste. On a fait un collage du projet de la Poste du Louvre à Paris et de la gare de Villejuif. Ces deux projets sont des projets qui sont vides dans leur partie intérieure, pour une cour urbaine pour la Poste du Louvre, un grand puits
d'éclairage naturel et ventilation naturelle pour la gare de Villejuif. Nous sommes là donc dans un système qui permet de montrer que la ville peut descendre, si je puis m'exprimer ainsi, le long des parois de la station de Villejuif pour aller jusqu'au bord des quais. Et donc il y a une continuité pratiquement directe, physique, immédiate, car lorsqu'on sort du métro, effectivement, on verra la lumière naturelle et on sera dans une ambiance d'air naturel. L'hôtel Métropole, c'est la même idée, c'est l'idée de bouger moins, l'idée de considérer que la question des transports n'est pas une fin en soi, mais qu'il y a en termes de mobilité une réelle valeur à se déplacer, j'allais dire, sur sa propre aire. Donc il y a là des stratégies qui sont des stratégies qui vont répondre évidemment à des questions beaucoup plus larges que des questions urbaines au sens strict ou architectural, puisque ceci touche l'éducation, la santé, l'économie, le travail, les rencontres. Il y a là des lieux qui sont des lieux qu'on imagine avec l'hôtel Métropole, qui renvoient à des valeurs, la valeur de liberté, c'est-à-dire le mouvement sur la métropole, mais pas le mouvement seulement par les transports, mais le mouvement, le fait de pouvoir aller habiter ailleurs, aller travailler ailleurs, s'y installer, y passer du temps, etc., répondre à des problèmes de santé, des problèmes affectifs, de séparation, répondre à des problèmes de travail, etc. Des petites questions d'égalité, car on sent bien que la métropole se développe certainement à 2 ou 3 vitesses. Une vitesse qui peut être assez désagréable, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des métropolitains avérés, c'est-à-dire des gens qui vont circuler dans le monde entier avec un certain type de profil, pas forcément des gens qui ont des moyens excessifs, mais plutôt des gens qui ont des besoins particuliers. Donc il y a une notion d'égalité, comment ces gens peuvent participer à la métropole avec les métropolitains qui se trouvent sur place. Mireille Ferry parlait de protection tout à l'heure, et donc l'hôtel Métropole pour nous c'est un lieu de fraternité justement, c'est ce lieu d'échange. C'est lié à l'environnement, évidemment, c'est-à-dire que nous on pense que construire plus c'est certainement nécessaire, mais on pense surtout qu'on peut occuper mieux. Et cette idée d'occuper mieux, bon, évidemment, on a cité Uber et Airbnb, c'est pas du tout pour qu'ils disparaissent, mais c'est plutôt pour qu'ils s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus politique. Et je pense qu'il y a là une position politique réelle, profonde et extrêmement engagée, à partir de laquelle nos politiques, les vrais, pourraient s'appuyer pour mettre un peu quelques modes, si je puis dire, de discussion et d'échange avec ces grands empires, ces grandes sociétés qui sont plus puissantes et plus importantes que leur propre État. Donc il y a là aussi des réflexions qui vont au-delà, comme on le voit, d'un simple hôtel métropole de quelques mètres carrés à une extension d'un bâtiment, lui aussi de quelques mètres cubes en partie souterraine. Donc l'hôtel Métropole, c'est cette polarité, c'est évidemment de la mixité, c'est des espaces disponibles pour des modes de vie mobiles, je l'ai évoqué, et c'est surtout l'idée que la mobilité ne se fonde pas que sur le transport. Également, donc, suite à la commande qui nous a été passée, on est allé vers 2 territoires démonstrateurs. Ces 2 territoires démonstrateurs, c'est la ville de Paris, bien sûr, avec l'exemple de Villejuif, et aussi la ville de Naples. Pourquoi ? Parce que sur l'image de gauche, vous avez une gare de métro de grande profondeur, mais qui est une gare de plein air. Et la même chose à Naples, suivant une autre morphologie, qui est aussi une gare de grande profondeur, qui est également de plein air. Ces 2 projets sont des projets de transformation urbaine, comme vous pouvez l'imaginer, et donc nous avons testé les mêmes outils qui répondent à des besoins et aussi qui donnent des résultats différents. C'est-à-dire que la question de la gare, avec Sazac, c'est imaginer les connexions c'est bien sûr la gare, mais c'est utiliser la gare pour ses connexions avec le souterrain. Donc c'est la notion de l'infrastructure et de la révélation de cette infrastructure. Le cluster scientifique, c'est la spécificité évidemment de la gare de Villejuif. Et un sol de qualité, c'est pas mal, parce que sur les 15 premiers mètres, on a plutôt du remblai. Donc on peut construire finalement des bâtiments, les couches dures se trouvant un peu plus en profondeur. Donc ce que nous avons imaginé
années, enfin tout au moins ce que nous espérons, c'est de mettre la mise en place d'un PLU du souterrain, c'est-à-dire tout un travail cartographique. Certaines villes dans le monde sont déjà à l'ouvrage. C'est la question des databases. Il faut les collecter. Il faut ensuite les rendre visibles et lisibles, mais c'est un projet qui n'échappera à personne, ou tout au moins qui sera absolument incontournable et dont on ne pourra pas faire l'économie. Optimiser l'usage du sous-sol, je l'ai évoqué, densifier les abords de la gare par le souterrain. Ça paraît comme ça assez mignon, mais en fait, on est dans un système parfaitement autobloquant à la gare de Villejuif, puisque nous avons absolument tous les acteurs du Grand Paris, c'est-à-dire que ça ne marche absolument pas. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'AIGP comme lieu d'expression libre, et c'est ce que nous avons fait, et c'est comme cela que donc, nous avons montré que plutôt que d'augmenter la densité, qui sera une densité relativement importante autour de l'hôpital Gustave-Roussy, nous imaginons utiliser la gare comme un germe, mais un bulbe presque souterrain, à partir de quel, effectivement, comme vous le voyez sur une partie de l'image, on pourra se développer plus vers le dessous que vers le dessus, avec un système de connexion. Par exemple, ça, ce sont des images qui montrent comment on peut gagner des surfaces intéressantes, des surfaces qui sont inertes, des surfaces qui sont acoustiquement aussi très agréables, et donc comment on peut développer sur les premières épaisseurs du sol une extension, si je puis dire, du domaine de la lutte urbaine. Ensuite, l'expérimentation urbaine sur le deuxième scénario. Donc là, on est dans la réinterprétation de la typologie. On a montré des exemples pour expliquer que ce travail est un travail qui n'est pas complexe, qui est pas non plus immense, hein, puisqu'on ne cherche pas à faire vivre les gens dans les sous-sols, mais qui est un travail plutôt, je dirais, de révélation et de pensée au moment de la projetation du développement des quartiers et des programmes urbains, afin d'y introduire un certain nombre de services qui sont aujourd'hui connus, qui se développent largement, dont les métropolitains ont fort besoin, mais aussi des services à venir et qui sont liés à cette infrastructure souterraine de circulation des matières et de stockage des données. Ceci nous, par ICO, on l'a développé vers Naples. Naples, c'est pas du tout Paris, puisque ici, nous avons à Paris une capacité d'adaptation à la résilience qui est forte, alors qu'à Naples, la capacité d'adaptation est faible. Elle est faible, pourquoi ? Parce que Naples, effectivement, a des risques naturels importants, sismiques et volcaniques. Le fait de construire en souterrain et la stratégie du groundscape est évidemment une stratégie de protection et de sécurité pour ces constructions. Les Japonais, on travaille d'ailleurs avec les Japonais et au Japon sur ces sujets. Eux, depuis longtemps, y réfléchissent. Il y a donc là une vraie dimension de résilience en ce qui concerne les risques majeurs dans les métropoles. Également, on a évidemment, par effet de process, la capacité à dépolluer Naples par l'intervention sur le souterrain. On a évidemment ensuite ces réponses que j'évoquais tout à l'heure de protection et de mise en valeur du patrimoine existant, sans construction nouvelle apparente tout au moins. Et donc on va aller là aussi vers, par rapport à cet outil qui va lui être vraiment un outil de protection des risques majeurs, à un complément avec l'hôtel Métropole qui, lui, va s'intéresser plus à des questions d'emploi que des questions, je dirais, de sociabilité sur le territoire métropolitain. En effet, à Naples, le problème, c'est l'emploi, de façon absolument, évidemment, dramatique et importante. Et donc, l'idée, c'est que ces hôtels métropoles servent plutôt de ferme lab, et oui, bien sûr, je vais finir, mais de ferme lab, d'ailleurs, c'est là mon dernière image, et donc, pour montrer qu'avec le même outil, avec la même démarche, l'hôtel métropole se transforme, s'adapte dans cette idée d'occuper mieux, dans cette idée de géolocalisation liée aux métropoles et même aux quartiers eux-mêmes de la métropole. Et je finirai donc sur cette image, sur ce collage entre vue de la Tour Eiffel, on voit le visible. Voilà une idée de la métropole européenne, résiliente, culturelle, sociale, et c'est absolument celle que l'on aime et celle dont on rêve. Merci.
Je pense que Guy est sensible au fait que vous terminiez par cette image et que Mireille et Françoise ont été sensibles à ce que vous avez dit sur l'AIGP comme un espace de liberté pour réfléchir à des scénarios. On va voir tout à l'heure avec nos discutants en quoi ils sont réalisables. Merci, vous avez compris, hein, c'est la mort dans l'âme que je vous ai les uns et les autres un peu pressés, mais c'est la règle du jeu. On poursuit donc avec l'équipe de Fingeppel, les personnes de Lou Bellegarde et puis, je présume, de Fabienne Boudon. C'est bien ça. Et vous avez 15 minutes pour nous restituer les fruits de vos réflexions. Merci. Donc, bonjour. Nous avons travaillé sur les formes de résilience dans le Grand Berlin et... Ça va le micro? Oui, non? Près de la bouche. Ouais. Oui, donc nous avons travaillé sur les formes de résilience dans le Grand Berlin et à Sevran, donc dans le Grand Paris. On a expliqué dans le cadre de cette étude que la résilience abordait plusieurs thématiques et aujourd'hui nous allons nous axer sur la question du grand paysage et ce qui nous permet aussi de préciser ce qu'on entend depuis 2008 par le couple dense et léger. Pour nous, par cette démonstration entre ces deux territoires, c'est montrer que c'est une question d'équilibre à trouver et qui est à trouver en fonction des caractéristiques de chacune des situations, ici des deux métropoles. Donc par exemple à Paris, rapidement, on assiste à une disparition des forêts et on essaie de retrouver les trames vertes et bleues et la phase opérationnelle, la question de la résistance et de la résilience entre le besoin de densification et le maintien de ces trames vertes et bleues se pose. Tandis qu'à Berlin, par exemple, le grand paysage est complètement intégré de manière diffuse sur toute l'étendue de l'agglomération et que ce problème de maintien se pose différemment. Parce que aussi le paysage est beaucoup plus accessible et on assiste à une superposition des usages, enfin donc le type paysage, aussi mixité, emploi, industrie avec localisation proche de l'eau. Voilà. Bon, pour ces deux territoires, nous avons procéder à des interviews pour se confronter aux paroles des acteurs à l'échelle donc du Grand Berlin et ensuite à Sevran et pas pour tout le Grand Paris évidemment. Et évidemment le grand paysage a un impact sur les enjeux climatiques. De tous ces entretiens, ce qui nous intéresse, c'est de faire ressortir des thématiques transversales, donc à savoir où densifier par rapport à quel processus vertueux et qui du coup demande en amont de faire se poser vraiment la question de où densifier, avec quel type d'accompagnement au changement et quel type d'acceptation de ce changement, et ce qui forcément fait que la résilience est un problème transversal. Berlin, pour nous, est une image de légèreté, ce qui nous a servi comme modèle depuis longtemps, mais on assiste aussi à une transformation de ce modèle, où vous voyez sur cette image, Berlin est de fait polycentrique, et aujourd'hui, il tend à se reconcentrer sur son centre urbain. Donc, une rapide illustration où on peut aussi dire que le polycentrisme s'est de fait renforcé par la séparation du mur. Le paysage est donc totalement intégré, presque continu, avec une multifonctionnalité et
Et par exemple, beaucoup d'espaces vides, ici à côté de l'Âge-Pré, qui génèrent une certaine fascination, puisque c'est aussi le lieu des possibles, qui est assez caractéristique à Berlin, et qui permet aussi de faire émerger une culture underground, et à laquelle on peut être attaché, mais qui n'a pas lieu forcément à rester, puisqu'elle est underground. Et donc pour revenir à cette opposition entre résilience, grand paysage intégré de fait à Berlin, et cette opposition aujourd'hui à cette remassification en son centre, peut-être que Berlin aurait besoin d'un zoom extérieur, comme il se passe à Paris, pour revenir sur les qualités préexistantes de cette métropole. Par illustration rapide, une animation entre le développement bâti et le maintien et le renforcement des forêts qui a servi aux industries de Berlin. Ici, un rapide zoom sur Tempelhof. Donc c'est un des c'était partie des 3 aéroports de Berlin qui a été mis en état d'arrêt et qui a fait donc c'est 300 hectares et qui a fait office d'un projet de densification qui a été soumis à un référendum à toute la ville de Berlin et qui a été refusé. Parce qu'il y a eu un entre-deux autorisé d'usage de Tempelhof comme grand parc et que du coup cet attachement à cet entre-deux amène à refuser un projet de logement, ce qui pose question sur l'acceptation et comment on fait participer au changement les habitants de Berlin. Voilà, à partir de ce projet-là, c'est vraiment une question qu'on se pose sur le Grand Paris, à travers c'est pas une comparaison entre le Grand Paris et le Grand Berlin, c'est plutôt de dire comment ce zoom arrière qui a été fait à partir de 2007-2008 sur le Grand Paris, peut servir aussi pour d'autres métropoles, et un petit peu qu'est-ce que le Grand Berlin a à apprendre de la démarche du Grand Paris. On le voit, et j'y reviendrai à travers cet exemple-là. À l'inverse, on pense que le Grand Paris doit aussi apprendre beaucoup de ses projets locaux et on travaille actuellement donc, dans la suite du CDT Seine-Saint-Denis sur le territoire de Sevran pour le projet Sevran Terre d'Avenir sur lequel on a fait donc, un zoom beaucoup plus critique que ce qu'on fait dans le projet mais voilà qu'on tenait à présenter aujourd'hui sur la question justement de l'équilibre entre les vides qui doivent être maintenus dans le projet du Grand Paris et la nécessaire densification, notamment autour des gares. Donc Sevran, c'est un peu un projet démonstrateur des enjeux du Grand Paris. On est en même temps sur des projets de gares. On aura 2 nouvelles gares à Sevran, un projet de rénovation urbaine qui touche notamment dans sa nouvelle forme de l'ANRU 3 quartiers de logements sociaux. C'est un projet de grand paysage, on l'a démontré dans le CDT Seine-Saint-Denis, notamment en liaison entre la forêt de Bondy et le parc du Saussay. Moi, je vais y revenir. Et puis, c'est un projet qui cherche à augmenter, voire à inverser l'effet GPE. On aime bien dire inverser l'effet GPE, c'est-à-dire comment on va plutôt aller à Sevran, comment les métropolitains vont pouvoir aller à Sevran, parce que ce sera devenu un territoire de destination, et pas seulement comment les habitants de Sevran vont pouvoir relier les grands pôles universitaires de la métropole. Donc bien sûr, c'est un peu aussi un démonstrateur de notre démarche à l'agence qu'on mène depuis 2008, qui est un peu multithématique, qui approche plusieurs concepts, donc notamment dans l'équilibre entre le léger et le dense, l'équilibre entre des paysages, des grands paysages métropolitains et en même temps le paysage très proche et très quotidien, et en même temps la mobilité qu'on appelle mobilité graduée, c'est-à-dire comment on n'est pas seulement dans la macro-échelle avec le GPE, mais comment on va construire une chaîne de mobilité jusqu'à son pavillon. Voilà, donc sur le projet... Voilà.
Donc ce croisement des thématiques, je vais aller un petit peu vite, juste pour vous montrer le cadrage. On est dans le quart nord-est de la Seine-Saint-Denis. On cherche dans le projet Seine-Saint-Denis à révéler les forces du territoire. Ce n'est pas un grand geste, on ne fait pas un grand geste, mais plutôt on essaye d'agir conjointement sur la mobilité, les formes urbaines, l'environnement, la formation, la culture, les loisirs, à travers les différentes choses. Donc voilà, les formes urbaines, la mobilité graduée, comme je viens de vous l'expliquer. La nature, donc, qui doit prendre sa place. Donc l'arc paysager, on en a beaucoup parlé ici depuis janvier. Pour nous, il a un rôle clé dans l'adaptabilité des territoires et dans l'adaptabilité de la métropole face aux enjeux climatiques. Alors bien sûr, on l'a vu sur les premières cartes, il a d'abord un pouvoir de régulation du climat. Il a aussi un rôle dans la biodiversité et dans le maintien écologique des territoires, mais il a aussi, et surtout dans ces territoires-là, un rôle de loisir, un rôle aussi de déplacement, de faciliter les déplacements, et puis un rôle d'image, c'est-à-dire qu'il va devenir un peu l'image de l'Est de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un réseau de parcs qui va donc de la forêt de Bondy jusqu'au parc du Saussay et bien au-delà, on le verra peut-être avec l'équipe de Castro aussi, qui prend un peu le foncier d'un ancien projet qui s'appelait la A87, qui devait relier les territoires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil jusqu'à l'aéroport. Voilà, donc il agit aussi comme une transformation de l'image du territoire. La question aujourd'hui qui se pose dans le projet de Sevran, c'est comment, à partir de cet espace vide, on peut faire de Sevran une destination, mais aussi améliorer la situation et la résilience face au risque de la ville, et notamment le risque d'inondation. Ça peut paraître surprenant parce qu'on est très loin de la Seine et très loin de la Marne, mais on était avant sur des territoires très marécageux, à Sevran, vous le voyez sur cette carte-là, qui aujourd'hui souffrent de manière assez régulière d'une montée de la nappe, d'une saturation des réseaux, et donc des phénomènes d'inondation du centre-ville très fréquents, sur lequel on peut travailler de manière assez facile avec les espaces libres qu'il reste sur la commune. Même comparaison qu'avec Berlin, avec effet inverse, par contre, de réduction de la forêt et de l'agriculture, parce que c'est en négatif sur cette carte, vous voyez la disparition aussi de l'agriculture sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est pas tant la disparition du verre ou de l'agriculture, c'est aussi le phénomène d'imperméabilisation des sols qui a été très rapide, à un moment où les solutions étaient plutôt en solutions enterrées. Donc on se retrouve à Sevran avec énormément de bassins enterrés dont souvent on ne connaît pas l'existence d'ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à travers l'arc paysager, on puisse avoir des phénomènes beaucoup plus résilients de prise en compte de ce terrain marécageux sur la ville et de le tourner de manière positive, c'est-à-dire en espace de loisirs. Là, vous voyez la préfiguration d'un lac sur les terrains monceleux à Sevran, qui permettent de changer l'image du territoire et d'améliorer la situation des risques d'inondation. Voilà, je passe parce que je crois que je dois finir. M'a-t-on dit. Donc l'enjeu, enfin la conclusion entre ces deux territoires démonstrateurs, c'est de dire que le Grand Paris, il est déjà là, l'essentiel de la métropole de demain est déjà là. La transformation, c'est la transformation de l'existant, et notamment des territoires peut-être les plus fragiles. Ces deux territoires démonstrateurs, ils montrent bien, alors notamment on aime bien l'exemple du projet de Tempelhof et du référendum qui a bouté en touche les bonnes intentions de la ville de Berlin, qui pose vraiment la question de l'acceptation de la densité. Comment l'intensification d'une métropole peut être faite en équilibre avec des terrains ouverts qui sont supports de loisirs et supports de résilience face au changement écologique. Voilà, je vous remercie.